une excellente soirée. Et je passe la parole maintenant à Philippe Leleu, qui est président du CAP. Vice-président. Bonsoir. Heureux de voir que vous êtes encore nombreux pour ce 19e qui va jusqu'au début du 20e siècle. Ça m'amusait là parce qu'il y a quelques jours, il y avait Christophe à l'évêque là, et je me suis dit qu'on avait à peu près le même coiffeur et qu'il devait être en grève illimitée depuis 1995. Voilà. Donc, 3 minutes. Ce soir, Jacques Darras est resté muché. Peut-être veut-il échapper aux 3 petites minutes de vile propagande de son vice-président du club Action Picardie. Il en est le président vertueux. Il y a un an, Jacques Darras finissait le siècle des Lumières, sa 3e conférence sur la création littéraire en Picardie par la mort de Babeuf et la naissance d'une nouvelle foi en l'égalité. Il y a un an, les ronds-points de la laideur scintillaient de jaune et éclairaient de feux follets fraternels la nuit de la résignation. Aujourd'hui, la rue gronde pour protéger notre plus belle conquête du XXe siècle. Grignoter minute par minute sur les lois du profit, confondues au progrès, le temps. Chaque année, vous m'entendez, vitupérer le coup d'État des nouvelles régions, protester contre l'autodafé du beau nom de Picardie, remplacé par un logo absurde que je ne citerai pas ici, par respect pour cette soirée. Vous m'entendiez râler contre une ville grenouille qui veut se faire aussi grosse qu'un bœuf. Était-ce bien utile aujourd'hui? Quand même la Cour des comptes parle d'un gouffre financier, ce que l'on vendait hier comme réforme pour faire des économies budgétaires. Centralisation des pouvoirs, centralisation de l'économie et des terres agricoles vers d'immenses exploitations productivistes et polluantes. Vous allez me dire que j'enfonce des portes ouvertes vers un mur qui se rapproche, de plus en plus visible, quelque chose de monstrueux, qui se dévoilera lorsque les brumes des lacrymogènes s'estomperont. Laissons tomber ce soir cette espèce de soviétisation du capitalisme, oui j'aime bien les oxymores, qui nous roule dans la farine glyphosatée. Les nouvelles grandes régions font partie stratégique de cette mondialisation qui pervertit le monde. La patrie foutre, les négociants n'en ont point, criait Hébert dans Le Père Duchesne en 1793. Père Duchesne, si vous avez envie de dire foutre en public, c'est vraiment impeccable. Moi, j'en ai plusieurs de patries, dont la Picardie que l'on efface et la terre que l'on abîme. Bon, revenons à ce théâtre qui frappe ces 3 coups de belles syllabes. Picardie. Revenons à la culture qui nous sauve et à notre conquête sacrée du temps libre qui nous permet de nous y vautrer avec plaisir ce soir. Imaginons notre ami Jacques Darras, professeur devant faire cours d'anglais en amphi jusqu'au dernier souffle. Imaginons que la lutte des classes ne lui ait pas permis de créer plus, de s'interroger plus, de chercher plus, d'écrire plus de poésie. La retraite, quel vilain mot pour une avancée, une progression sur les chemins des passions devenues libres. Du temps, enfin, d'une grande productivité, du temps de lecture, de cinéma, de jardin, de partage, de hasard, de fraternité, du temps offert par tous pour le plaisir de chacun. Merci, Jacques, de nous en rendre compte encore ce soir, de cette générosité, de ce don de connaissances. Merci à Nicolas Auvray et à l'équipe de la Comédie de Picardie de nous le permettre. Ne nous laissons pas logomotiser. Ouais, j'aime bien aussi les néologismes. Réinventons la Picardie. Vive le temps libre, vive le théâtre libre et vive la Picardie libre. Il est temps d'accueillir chaleureusement Jacques Darras. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, chers amis fidèles, merci de votre présence fidèle.
à cette 4e conférence, et malgré les obstacles des transports et autres grèves que vous avez rencontrés sur votre parcours. Comme l'a dit Philippe, l'année dernière, j'avais abordé la Picardie révolutionnaire en vous montrant à quel point ce pays avait été un foyer d'agitation, d'invention, de violence aussi, de contradiction, bref, l'un des grands moments et l'un des grands lieux de la Révolution française. Il n'est pas aussi évident de parler du XIXe siècle et de ce qui suit immédiatement la Révolution française. Et cependant, là aussi, me semble-t-il, et je vais essayer de vous le montrer, la Picardie joue un rôle assez peu connu finalement et essentiel selon moi. Donc j'aborderai dans cet ordre les poètes, les romanciers et aussi les scientifiques que je n'oublie pas et qui, en l'occurrence, ont porté très haut les couleurs intellectuelles de cette région. Alors donc je parle du romantisme, naissance du romantisme. Je vais aller, comme vous le savez, de ma table au pupitre pour faire des lectures de poèmes, et de très nombreuses lectures de poèmes d'ailleurs, dont je suis sûr que vous ne connaissez pas ou vous avez oublié effectivement les noms des poètes et les noms et les textes des poètes. Donc beaucoup de découvertes. Un mouvement s'empare de l'Europe au tournant du siècle, naturellement du XIXe siècle, entre 1800 et les années 1900. Le romantisme, que je qualifierais pour moi de contre-révolution, ou plus exactement de réaction contre les excès de la Révolution française, sinon contre ses principes. C'est un mouvement de résistance, au premier chef, en ce qui concerne la France, mais l'Europe entière, à la conquête napoléonienne, laquelle, sous couvert de diffuser les principes de la Révolution en Europe, règle en fait ses comptes avec ce qu'on appelle le Saint-Empire romain germanique et la famille, la longue dynastie des Habsbourg. En se couronnant lui-même empereur à Notre-Dame de Paris, en présence du pape, en 1804, Napoléon réalise enfin le rêve européen, jadis caressé par François Ier à la Renaissance, mais vite déjoué par Charles Quint, ou plutôt par les banquiers allemands. Vous voyez comme l'histoire, effectivement, est dans une continuité extraordinaire. Ayant soutenu Charles Quint, que l'on appelle les Fugger ou Fugger d'Augsbourg. De la paix d'Amiens en 1802 à Waterloo en 1815, la France domine pour la première fois l'Europe, de l'Espagne à la Russie, en passant par la Prusse. Seule l'île Angleterre lui résiste, c'est une forme de Brexit avant la lettre, et finit par la vaincre. Or, c'est précisément dans cette île que de jeunes poètes, d'abord enthousiasmés par la Révolution française, puis déçus, font retraite, se retirent aux vieilles terres arthuriennes, le roi Arthur, du Somerset, en face du Pays de Galles, et du Pays des Lacs, the Lake District, dans le nord. Vivant dans une pauvreté franciscaine, ils arment leurs pensées contre les révolutions politiques, industrielles et agraires en cours. Et à cette fin, font alliance écologique avant la lettre avec les paysans. Ce sont Samuel Taylor Coleridge et William Wordsworth. Au même moment, de jeunes aristocrates allemands, regroupés en salon littéraire à Iéna, en Thuringe, se passionnent pour les arts, la philosophie et la littérature. Ils en ont, ce sont des frères Friedrich et Wilhelm Schlegel, von Schlegel, Henriette leur sœur, Dorothea leur belle-sœur, Dorothea Mendelssohn leur belle-sœur,
car le romantisme est une curieuse affaire de frères et de sœurs. Les assiste un poète, Novalis, un philosophe, Schelling, cependant qu'à Berlin, un autre philosophe, plus engagé, Johann Gottlieb Fichte, donne en 1807, dans la ville qui est alors occupée par les troupes napoléoniennes, une audacieuse série de conférences, bientôt publiée sous le titre « Discours à la nation allemande ». Premier manifeste nationaliste romantique et premier manifeste nationaliste tout court, préfigurant les révolutions à venir, dont celle de 1848. Le romantisme est donc une histoire de petites cellules familiales, liées par ce que Goethe appellera des affinités électives. Mais c'est d'abord et surtout une histoire de poètes, une insurrection de la poésie contre le culte de la raison prôné par la Révolution française. S'opère alors une invisible nuit du 4 août où l'aristocratie européenne, déchue en tant que classe sociale, se mue subtilement en aristocratie de l'esprit, les poètes, lesquels, d'instinct, restaurent le pacte féodal protecteur unissant jadis les nobles au peuple, c'est-à-dire les paysans. Voyez par exemple l'énorme succès de Walter Scott au XIXe siècle. Avec eux, le monde médiéval et la notion de chevalerie, c'est-à-dire la noblesse d'âme, rentrent en grâce. Un radical quasiment inconnu à l'époque, le poète londonien William Blake, s'en prend directement, quant à lui, à la Révolution française, avec une violence inouïe. Pour Blake, les deux champions de l'hypocrisie morale se nomment Voltaire et Rousseau. Voltaire, Rousseau, vous n'échapperez pas à mon accusation d'être des pharisiens et des hypocrites. Vous parlez sans arrêt des vertus du cœur humain, et particulièrement de la vôtre, pour mieux accuser les autres, et surtout les religieux, et dénoncer leurs erreurs par vos démonstrations feintes. Rousseau pensait les hommes bons par nature. Il les vit méchants et vécut sans amis. L'amitié ne peut exister sans le pardon continuel des péchés. Le livre des Confessions écrit par Rousseau n'est qu'un plaidoyer et un masque pour ses péchés, pas une confession. C'est dans un poème qui n'a pas été souvent traduit, d'ailleurs je ne l'ai pas traduit moi-même dans ce petit livre de Gallimard, Poésie Gallimard. Ce poème est un long poème qui porte comme titre « Jérusalem » et sur lequel on a mis de la musique qui est chantée, qui a été récupérée par les travaillistes en Angleterre. De sorte que l'hymne des travaillistes, ce qui rend les choses extrêmement compliquées, est très précisément, d'une certaine façon, un hymne contre les Lumières, contre la raison. Vraiment, nos peuples réciproques ne se connaissent pas. Au classicisme impersonnel, dont se prévaut la Révolution, qui cherche son inspiration essentiellement dans la République romaine, Blake oppose la singularité du génie. Le grand poète est un génie, c'est-à-dire un esprit plus singulier que d'autres, notion que Nietzsche cultivera encore sous la figure du surhomme. Comme tel, le poète se situe au-delà des limites et des frontières. Dans la terminologie nietzschéenne, il transmue les valeurs. Partant, il a lien avec l'infini et l'inachevé. Moins radical, un autre Allemand que vous connaissez, Goethe, le voit plutôt comme un étudiant perpétuel, sorte d'Hamlet adolescent ou de Faust,
passant un pacte avec le diable pour accéder à la science encyclopédique, donc la science des Lumières, la science en quelque sorte de la Révolution française, de Condorcet. Le diable enseigne à Faust en fait la négation. Je suis l'esprit qui toujours nie. Dont par ailleurs, ce n'est pas souvent fait comme association, j'ose la faire d'une certaine façon, dont par ailleurs le philosophe de Jena, Friedrich Hegel, fera le moteur de fait de son raisonnement dialectique, conduisant par la raison au savoir absolu. Rien d'équivalent en France, pas de romantisme poétique. De 1789 à 1814, la France se veut exclusivement politique, active, conquérante et non réactionnaire. Les rares romantiques français sont des aristocrates qui s'exilent. François-René de Chateaubriand est à Londres, de 1792 à 1800. Il y traduit Milton, le révolutionnaire anglais, le chantre du protestantisme. Il y traduit Milton et s'intéresse aux poètes des lacs. C'est rarement dit cela. Avant de rentrer à Paris en 1801. Germaine de Staël vit à Coppet en Suisse, au-dessus du lac de Genève, où elle reçoit les frères Schlegel et compose son célèbre « De l'Allemagne », publié en 1813-1814. Par la force des choses, le voyage devient le thème central du romantisme et l'exil, la forme suprême du voyage. Les exilés sont l'aristocratie abolie par la Révolution. À la génération suivante, d'autres aristocrates britanniques, cette fois, mes admirateurs de Napoléon, vous voyez comme les choses sont complexes, s'exileront en Italie, qui à Florence, Shelley, qui à Venise, Byron. Ce sont tous des hommes en fuite, en sursis, en mouvement. Le romantisme inaugure l'avènement de la mobilité sous toutes ses formes. Bientôt, ce sont des peuples entiers qui connaîtront l'exil au lendemain de la Révolution de 1848 en Europe et qui devront s'exiler par-delà l'Atlantique, Irlandais, Allemands, Juifs. Avant qu'un jour, le voyage ne prenne la forme démocratique plus apaisée du tourisme, ou comme aujourd'hui, la forme violente et convulsive des migrations. Je vous avais montré comment les révolutionnaires les plus déterminés venaient de Picardie. Je m'étonne que personne à ce jour, et à ma connaissance, n'ait fait le même constat à propos des deux premiers, j'ai presque envie de dire, des deux seuls véritables romantiques français. Gérard de Nerval et Alexandre Dumas. Il est vrai qu'ils viennent d'un coin singulier de la Picardie administrative qu'on nomme le Valois. Qu'est-ce que le Valois? Une contrée assez mystérieuse dont le flou géographique s'efface derrière la continuité de l'histoire. D'abord lié à la Miennois et aux Vexins sous les Carolingiens, le comté échoit aux Capétiens, puis est rattaché à la couronne par Philippe Auguste, 100 ans plus tard, avant d'être donné en apanage par Philippe le Hardi à son fils Charles, lui-même père du fameux Philippe VI de la bataille de Crécy. Avant que le duché ne passe à la branche cadette des Orléans, dont François Ier, puis aux frères de Louis XIV, dit Monsieur, et au XIXe siècle à Louis-Philippe et ses fils. Terre ducale de part en part jusqu'à nos jours. Qu'est-ce qui caractérise le Valois? Les châteaux, les forêts, la chasse. Avec pour notre petit plaisir personnel des rivières au nom charmant, la Nonette, l'Aunette, la Launette, l'Automne, magnifique nom de rivière, l'Automne,
D'entre tous ces châteaux, un en particulier, celui de Villers-Cotterêts, résidence favorite du grand chasseur François Ier, parenthèse, dont il est curieux que ce soit un autre Picard, Emmanuel Macron, qui ait pris l'initiative de le restaurer. Fermez la parenthèse. Devenu hospice indigent pour indigents parisiens sous Napoléon, qui lui préfère Fontainebleau. Le château écrase aujourd'hui la ville de sa grande masse muette, seule une des 4 loges de chasse se visitant encore à ce jour. Je vous encourage à aller visiter cette loge tout à fait passionnante. De Senlis à Compiègne, de la Ferté-Milon à Crépy-en-Valois, où un autre château abrite un splendide musée de l'archerie, c'est un paysage densément forestier, propice aux chasses à courre et aux légendes, auxquelles Gérard de Nerval et Alexandre Dumas vont rester fidèles l'un et l'autre toute leur vie. Gérard naît à Paris en 1808, mais il est aussitôt mis en nourrice à la lisière de la forêt d'Ermenonville, dans le petit hameau de Loisy. J'y suis allé tout récemment, il faut le trouver sur la carte, c'est pas évident, mais il n'y a pas de plaque qui indique que la maison existerait encore. 6 ans plus tôt, donc en 1802, ce siècle avait 2 ans, comme dira Victor Hugo, Alexandre Dumas naît à Villers-Cotterêts et y grandit. Autre point en commun entre eux, l'épopée napoléonienne. Le père de Nerval est médecin adjoint dans la Grande Armée et il fait la campagne d'Autriche en emmenant avec lui sa femme, laquelle meurt en Silésie, où elle est enterrée. Cette tombe lointaine, comme l'appellera un jour Marceline Desbordes-Valmore, à propos de sa propre mère, communiquera à Nerval une incurable nostalgie de l'Allemagne. Alexandre a pour père un général de division, Alexandre Dumas Davy de la Pailletterie, né à Saint-Domingue, fils d'un noble, le marquis de la Pailletterie, et d'une esclave d'une très grande beauté, paraît-il, rachetée à prix d'or, qui porte le nom, et là c'est amusant parce que certaines biographies l'appellent Marie Cécette, mais en vérité, je crois que c'est Zézette, Marie Zézette Dumas. Pédigré parfait pour un romantique. Fils de ce noble exilé, et là je n'en reviens pas, je ne le savais pas, je n'ai pas lu toutes les biographies sur Alexandre Dumas, mais il est exilé, ce noble, à Saint-Domingue, et aujourd'hui c'est dans la République dominicaine. L'île est divisée en 2, il y a Haïti d'un côté et la République dominicaine de l'autre, et la propriété de cet ancêtre, exilé donc à Saint-Domingue, s'appelle Monte Cristi. Donc, il est donc ce général, adopte courageusement, et c'est un féministe avant la lettre, le nom maternel de sa mère, sans doute par défi, Dumas, sans doute par défi à Napoléon, lequel, on s'en souvient peut-être, a rétabli l'esclavage, aboli par la Révolution. Gérard de Nerval, de son vrai nom Gérard Labruni, s'accorde quant à lui une aristocratie fictive, en prenant le nom d'une terre de Mortefontaine, petit village qui se trouve près de la forêt d'Ermenonville, appartenant à son grand-oncle, auprès duquel il vivra jusqu'en 1814. Dans Nerval, d'ailleurs, il y a quasiment le Valois, ou le Nervalois. Les deux écrivains se rencontrent par l'entremise de Théophile Gautier, et ils deviennent amis indéfectibles. Ils composent ensemble du théâtre, voyagent ensemble vers l'Allemagne, pays hautement affectif par Nerval, lequel a traduit Faust, tenez-vous bien, à l'âge de 19 ans, en sortant du lycée Charlemagne. Dieu que les enseignants devaient être bons en allemand à l'époque. L'Allemagne est en passe de devenir à cette époque-là une destination générale pour les poètes français. Victor Hugo part en diligence vers le Rhin, en 1839 et 1840, cependant que Dumas et Nerval se retrouvent à Francfort, la ville de Goethe précisément, 2 ans plus tard. Les deux amis resteront liés jusqu'à la mort précoce de Gérard.
aux premières pages de ses nouveaux mémoires sur Gérard de Nerval, qu'on vient de publier pour la première fois récemment, Alexandre Dumas se rend à la morgue identifier le cadavre de son ami qui s'est pendu dans la nuit du 26 au 27 janvier 1855 dans une ruelle du Châtelet. Nous allâmes de la rue de la Vieille Lanterne à la morgue où le corps avait été déposé. De l'endroit où Gérard s'était pendu jusqu'à celui où il reposait sur sa couche de marbre, il n'y avait qu'un pas. Il était couché torse nu, couvert de son pantalon seulement. Le torse amaigri par la souffrance morale, bien plus encore que par la souffrance physique, laissait voir distinctement les côtes et les clavicules. Une ligne violâtre faisait cercle autour de son cou. Les muscles du visage étaient légèrement crispés. Sur la table voisine de la sienne était une jeune fille qui s'était jetée à la Seine dans quelque désespoir d'amour. Si à minuit les morts parlent entre eux, ces deux cadavres, la nuit suivante, durent se raconter de tristes choses. Je rentrais chez moi tout assombri. J'avais été un des derniers à voir Gérard de Nerval. Je l'aimais comme on aime un enfant. Dans romantisme, il y a roman, mais l'amitié des deux écrivains symbolise l'égalité parfaite au XIXe siècle entre roman et poésie. D'ailleurs, ce sont les mêmes romanciers qui écrivent de la poésie réciproquement. Hugo, Nerval. Le romantisme poétique a commencé cependant plus avant, avec ceux qu'on nomme les pré-romantiques, au premier rang desquels j'ai le plaisir de ressusciter un Abbvillois, Eugène Millevoye. Pour moi, son nom fut d'abord celui de la rue que j'empruntais chaque matin à Abbeville pour me rendre au lycée, le lycée Courbet. Or, personne, je le regrette, ne s'avisa jamais de faire sonner à mes oreilles cette voix engluée dans le goudron de la voirie municipale. Millevoye étant aujourd'hui, au mieux, une notule dans les histoires littéraires, que dire de lui ? Eh bien, je vais vous le dire. Son poème le plus célèbre s'appelle « La chute des feuilles ». D'une certaine façon, en France, c'est le poème qui lance le romantisme. Mais quand on est angliciste comme moi, je sais qu'en 1751, c'est-à-dire 50 ans plus tôt, est paru un poème très célèbre en Angleterre, que les Anglais savent par cœur, du moins les premiers vers, d'un certain Thomas Gray, G-R-A-Y, qui s'appelle « Élégie écrite dans un cimetière de province ». La chute des feuilles. De la dépouille de nos bois, l'automne avait jonché la terre, le bocage était sans mystère, le rossignol était sans voix. Triste et mourant à son aurore, un jeune malade à pas lents parcourait une fois encore le bois cher à ses premiers ans. Bois que j'aime, adieu, je succombe. Votre deuil a prédit mon sort, et dans chaque feuille qui tombe, je lis un présage de mort. Fatal oracle d'Épidore, tu m'as dit, les feuilles des bois à tes yeux jauniront encore, et c'est pour la dernière fois. La nuit du trépas t'environne, plus pâle que la pâle automne, tu t'inclines vers le tombeau. Ta jeunesse sera flétrie avant l'herbe de la prairie, avant le pampre du coteau. Et je meurs. De sa froide haleine, un vent funeste m'a touché, et mon hiver s'est approché quand mon printemps s'écoule à peine. Arbuste en un seul jour détruit, quelques fleurs faisaient ma parure, mais ma languissante verdure ne laisse après elle aucun fruit. Tombe, tombe, feuille éphémère,
Voile aux yeux du triste chemin, cache au désespoir de ma mère la place où je serai demain. Mais vers la solitaire allée, si mon amante désolée venait pleurer quand le jour fuit, éveille par un léger bruit mon ombre, un instant consolé. Il dit, s'éloigne et sans retour. La dernière feuille qui tombe a signalé son dernier jour. Sous le chêne, on creusa sa tombe, mais ce qu'il aimait ne vint pas visiter la pierre isolée, et le pâtre de la vallée troubla seul du bruit de ses pas le silence du mausolée. C'est pas la gaieté folle, hein? Le poème est intéressant par sa prosodie, l'alternance de rimes croisées et embrassées, mais surtout par les silences, ou, dirait-on en musique, les soupirs ou les demi-soupirs. Ensuite, son thème, le pressentiment de sa propre mort par le poète en pleine jeunesse, résonne d'un écho intime puisque Millevoye mourra effectivement à l'âge de 34 ans, en 1816, au lendemain de son mariage. Ce thème élégiaque court en mode mineur tout au long du romantisme jusqu'à Paul Verlaine, dont on entend déjà le pas dans « La solitaire allée ». Il est en tout cas, Millevoye, conscient de renouer avec l'élégie, comme il expose dans sa préface à l'édition posthume de ses poèmes, s'appuyant sur les Grecs et les Romains, il dit ceci de novateur. Nous ne sommes asservis à aucune mesure déterminée, il faut le dire, contre l'alexandrin ou l'octosyllabe, qui sont les vers majeurs. Que notre élégie soit en grand vers ou en petit vers, qu'on la divise en stances, qu'on la coupe par des refrains, elle n'en est que plus variée. D'une certaine façon, c'est la naissance du vers libre, avant la lettre. Mais l'histoire est impitoyablement pressée, donc injuste avec Millevoye, qui vaut mieux qu'une préfiguration de Lamartine à quoi on le résume. Sous prétexte qu'il participait à tous les concours pour gagner sa vie, on l'a taxé d'académisme. Pire, il a osé servir Napoléon, dont il chante la victoire à Austerlitz. Napoléon lui commandera même une épopée. Car Millevoye est surtout, ce que j'ignorais moi-même, avant d'aller le voir, et ce que vous ignorez sans doute, Millevoye est surtout un poète d'épopée, de chants héroïques, inspiré, je le pense, par le poète écossais célèbre dans toute l'Europe à l'époque, Ossian, c'est-à-dire James Macpherson. On pourrait également revisiter son dialogue des morts, qui est très drôle, composé à la manière du poète grec Lucien, où il fait dialoguer, par exemple, entre autres, La Fontaine et Buffon. De Millevoye à Sainte-Beuve, je n'ai qu'à suivre la nationale 1 d'Abbeville à Boulogne-sur-Mer, pour approcher celui que les histoires littéraires ont catalogué une fois pour toutes comme critique, avec ses fameuses causeries du lundi. Or, Sainte-Beuve est aussi et d'abord un poète. Corseté dans la contrainte du vers classique, certes comme Millevoye, mais qui se libère de manière touchante pour accueillir l'amour. Et quel amour? Rien moins que l'amour adultère de Madame Hugo elle-même. Adèle Hugo, dont l'époux batifole pendant ce temps-là avec Juliette Drouet, quelque part dans le Ponthieu autour de Montreuil-sur-Mer. L'amour que Sainte-Beuve voue à Adèle Hugo, c'est le nom de la mère et aussi celui de la fille, leur fille, celle dont Truffaut fera le portrait dans Adélache. Nous émeut par son mélange d'expressions maladroites, de sentiments sincères, de transgressions effarouchées. Dans un poème qui date de 1843, il dessine de lui-même un portrait sans complaisance à destination d'Adèle, son amante. « Vois-tu, ne ris pas, le mot est sérieux, Adèle. À mon midi, déjà, je me sens vieux. Je le sens à ce cœur qui se fixe et s'élève, à cet esprit plus mûr, aux lenteurs de ma sève, à cette intelligence, il est vrai, plus lucide, sans vapeur fantastique et sans foudre homicide.
mais d'où mon bon soleil à chaque heure s'enfuit. Je le sens bien souvent à ma tête qui pèse, aux cheveux dont ma main qui s'y baignait à l'aise ramène sur mon front quelque anneau dispersé, à mon sourire aimant qu'une ride a gercé, au gémissement sourd, unanime, à voix basse de quelque chose en moi qui s'affaisse et se lasse. D'où vient cette fatigue? Et pourquoi donc si tôt, Adèle? Aujourd'hui donc mon être est achevé, je ne cours plus, je vais lentement, j'ai trouvé. Comme poème d'amour, on fait mieux quand même, hein. On dirait une parodie involontaire du Phèdre de Racine ou encore d'une chanson de Jacques Brel comme Les vieux amants. Or, ce vieillard de 27 ans, par comparaison, Marceline Desbordes-Valmore, quelle fougue, quelle vitalité! Elle, dont Sainte-Beuve, justement, fera la biographie et publiera la correspondance en 1870. Ah oui, quelle jeunesse, quel feu! La première femme poète d'envergure après Louise Labbé, Marceline. J'hésite pas à dire que c'est un génie de la composition. Un très très grand poète, magnifiquement salué par Louis Aragon dans son voyage d'Italie. Parlant de la séparation entre Marceline et son amant Henri de Latouche, Aragon dépeint une Marceline prisonnière de son union conjugale avec le comédien Prosper Valmore, qu'elle a épousé en 1817. Je cite Aragon. C'est Marceline qui parle. Le regarder haut et bas me déchire. Elle parle de son mari. Je suis auprès de lui de la charpie. Pour quelqu'un qui ne sait pas saigner sans blessure, sans d'abord se savoir blessé, mon Dieu, vous me voyez, je ne suis qu'une femme. Vous me voyez, mon Dieu, je n'étais qu'une enfant. L'amour a fait de moi ce passage de flamme. Défendez-moi de lui qui si mal m'en défend. Valmore, dont elle suit son mari, dont elle suit l'errance à travers la France de scène en scène, tout en donnant naissance à ses enfants, Eugène, Junie, Hippolyte, Ondine, Inès, qui tous vont mourir en bas âge, à l'exception d'Hippolyte, son fils, cependant, qu'elle mène sa liaison amoureuse avec Latouche et compose des recueils de poèmes, dont les élégies parus en 1819. Non, mais quelle vie, sa vie! Je ne résistais pas au plaisir, si je puis dire, de vous la dire. Née à Douai, c'est une Douaisienne, en 1726, d'un père mulquinier, c'est-à-dire directeur d'un atelier de tissage, et d'une mère fileuse dans l'atelier de son mari, Marceline connaît bientôt la misère. Son père fait faillite, la famille éclate, la mère quitte le foyer pour aller vivre avec un autre homme, entraîne Marceline avec elle, le trio dérive à travers toute la France, la jeune fille monte sur les planches à l'âge de 12 ans pour gagner un peu d'argent, jusqu'à ce que tout le monde s'embarque pour la Guadeloupe, chercher une illusoire fortune auprès d'une cousine. Malchance, l'île est en proie à une révolte d'officiers noirs, la cousine a été expulsée de chez elle, une épidémie de fièvre jaune éclate, la mère meurt et est enterrée sur place. D'où un poème, La tombe lointaine, qui vaudra pour Nerval également. Marceline rentre en France, est engagée par le théâtre de Rouen, puis l'opéra comique, mais enceinte d'un autre amant, Louis Lacour, elle démissionne, prend un travail de brodeuse, s'exile à Bruxelles, remonte en scène, après une nouvelle déception amoureuse. Écoutez les conseils qu'elle donne à une jeune comédienne. Ne confiez jamais le soin de votre existence à un homme, quelque amour qu'il vous témoigne. Soyez indépendante et ne comptez que sur vos talents pour préparer votre avenir. Ses poésies, publiées en 1830, lui valent le succès et les éloges de Dumas, Balzac et Sainte-Beuve. À Lyon, elle assiste à la révolte des Canuts. On lui propose un poste de lectrice, tiens, auprès de la duchesse d'Orléans, elle refuse. Ses deux filles, Inès et Ondine, meurent, victimes de la tuberculose. Elle est déçue par l'arrivée au pouvoir de Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III, et les transformations infligées par Haussmann à Paris. Elle encourage tous ses amis à émigrer vers Bruxelles. Désabusée, atteinte d'un cancer,
Elle s'éteint en 1859, 4 ans après Nerval. Sa poésie, pour moi, cette douaisienne, Douai, est une géante, une gaillante, dont la stature, à mon sens, n'a pas fini de grandir. Elle incarne le chaos de la vie romantique, l'itinérance perpétuelle, la traversée des mers, les chutes et les résurrections. En proie à l'amour ou aux séparations dans l'ombre perpétuelle de la mort, elle affirme la résistance et la persistance, on dirait aujourd'hui la résilience, du sujet artistique, prosodique dans son cas. J'aimerais vous la lire en entier. Ce poème pour commencer, Les séparés. N'écris pas, je suis triste et je voudrais m'éteindre. Les beaux étés sans toi, c'est la nuit sans flambeau. J'ai refermé mes bras qui ne peuvent t'atteindre et frapper à mon cœur, c'est frapper au tombeau. N'écris pas, n'écris pas. N'apprenons qu'à mourir à nous-mêmes, ne demande qu'à Dieu, qu'à toi, si je t'aimais. Au fond de ton absence, écouter que tu m'aimes, c'est entendre le ciel sans y monter jamais. N'écris pas. N'écris pas, je te crains, j'ai peur de ma mémoire, elle a gardé ta voix qui m'appelle souvent. Ne montre pas l'eau vive à qui ne peut la boire, une chère écriture est un portrait vivant. N'écris pas. N'écris pas ces doux mots que je n'ose plus lire. Il semble que ta voix les répand sur mon cœur, que je les vois brûler à travers ton sourire. Il semble qu'un baiser les empreint sur mon cœur. N'écris pas. Sur sa fille. C'est beau la vie, belle par toi, de toi suivie, toi devant moi. C'est beau ma fille, ce coin d'azur qui rit et brille sous ton front pur. C'est beau ton âge, danger d'enfant, voile au nuage qui te défend, des folles âmes qui font souffrir, des tristes flammes qui font mourir. Dieu fit tes charmes, Dieu veut ton cœur, tes jours sans larmes, tes nuits sans peur. Mon jeune lierre, monte après moi, dans ta prière, enferme-toi. C'est beau, petite, l'humble chemin où je ne quitte jamais ta main, car dans l'espace, au prosterné, une voix passe qui dit « Venez ». Tout mal sommeil pour ta candeur, tu n'as d'oreille que dans ton cœur. Quel temps, quelle heure, tu n'en sais rien. Mais que je pleure, tu l'entends bien. On se dit vraiment que Verlaine, le voisin ardennais, n'a eu qu'à se baisser pour cueillir des vers comme on cueille les fleurs. Et pour finir, au revoir. Encore, j'imagine, à l'une de ses filles. Sous tes longs cheveux d'or, quand tu cours sur la grève, au vent, si quelque prompt ramier touche ton front qui rêve, souvent, de cette aile d'oiseau ne prends pas, ô ma fille, d'effroi. Pour baiser son enfant, c'est une âme qui brille, c'est moi. Parmi d'autres enfants qui te font toute heureuse, le soir, quand tu vas au jardin, lasse d'être rieuse, t'asseoir. Si tu t'inquiétais comment je passe l'heure sans toi, penche un peu ton oreille à cet oiseau qui pleure. C'est moi. De la musique avant toute chose, préconisera Verlaine, dans son art poétique, on y est largement. Au sommet du lyrisme, Marceline module avec une justesse de prosodie et de voix le chant qui va de 1000 voix à Verlaine, Apollinaire et Aragon. Ça, c'est une constante dans la poésie française. Mais plus haut encore sur cette ligne de chant, il y a Nerval que je retrouve. C'est un poète dont l'œuvre en vers proprement dite est contenue dans 12 sonnets publiés qui s'appellent Les Chimères, publiés en 1854 à la suite de portraits en prose de femmes réelles ou imaginaires dans Les Brumes du Valois, Les Filles du Feu. Le livre est dédié à Alexandre Dumas. Nerval vient d'entrer dans la clinique psychiatrique du docteur Émile Blanche à Montmartre, dont il sort en mai avant de filer une énième fois vers l'Allemagne.
puis de réintégrer la clinique, où il travaille sur son ultime texte, le très mystérieux Aurélia. Dumas raconte une des dernières visites à son ami à la clinique du docteur Blanche dans ses nouveaux mémoires. Jenny Colomb est morte. Alors, il faut dire que Jenny Colomb est une actrice originaire de Boulogne-sur-Mer qui joua dans une pièce de Dumas et de Nerval, écrite en commun, et dont Nerval était tombé follement amoureux. Jenny Colomb est morte, et Gérard est devenu fou. Il me l'avait dit, si elle mourait, je deviendrais fou. Il avait tenu parole. Il était devenu fou, avec la simplicité, si l'on peut dire, avec la conscience qu'il mettait à toute chose. L'imagination chez Gérard était si près de la folie que la cloison qui les séparait, simple membrane transparente, s'était rompue. Et la folie avait fait invasion dans l'imagination. Voilà tout. Gérard fut placé chez le docteur Blanche, l'ami de tous les fous intelligents, qui avait chez lui une échelle ascendante d'aliénation, commençant au poète. On voit s'annoncer ici une équation nouvelle du romantisme entre élection poétique et folie. La poésie, le rêve et la folie s'allient ensemble pour partir à la découverte de l'inconscient et des automatismes langagers. La poésie prend la direction de Lautréamont et d'Antonin Artaud, accessoirement aussi de Sigmund Freud. Des 12 sonnets composant les chimères, le plus célèbre est sans conteste celui-ci. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi le posilip et la mer d'Italie, la fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé, et la treille ou le pampre à la rose salie. Suis-je amour ou Phébus, Lusignan ou Biron? Mon front est rouge encore du baiser de la reine. J'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène, et j'ai 2 fois vainqueur traversé l'Achéron, modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée les soupirs de la sainte et les cris de la fée. En employant de manière quasi anachronique la forme royale du sonnet, né au XIIe siècle à la cour impériale de Frédéric II à Palerme, Nerval le Valoisien crée un climat mystérieux jusqu'à l'hermétisme, chargé d'allusions aristocratiques et féodales, prince d'Aquitaine, Lusignan, Biron, qui renvoient à un monde de noblesse aboli. La mort de l'antique royauté est vécue par lui comme une perte personnelle définitive. À ce paysage de grandeur perdue s'oppose le 12e et ultime sonnet qui a des résonances avec notre actualité que je trouve absolument étonnante. Adressé à tous les libres penseurs, passés et à venir, c'est-à-dire à nous tous en quelque sorte. Homme, libre penseur, te crois-tu seul pensant dans ce monde où la vie éclate en toutes choses? Des forces que tu tiens, ta liberté dispose, mais de tous tes conseils, l'univers est absent. Respecte dans la bête un esprit agissant. Chaque fleur est une âme à la nature éclose, un mystère d'amour dans le métal repose. Tout est sensible et tout sur ton être est puissant. Crains dans le mur aveugle un regard qui t'épille. À la matière même un verbe est attaché. Ne la fais pas servir à quelque usage impie. Souvent dans l'être obscur habite un Dieu caché. Et comme un œil naissant couvert par ses paupières, un pur esprit s'accroît sous l'écorce des pierres.
Ce vers est absolument extraordinaire. Ça pourrait servir à toutes les formations écologiques de la Terre, à commencer par Greta Thunberg si elle savait lire Nerval. Un pur esprit s'accroît sous l'écorce des pierres. C'est génial. On croirait une protestation destinée à notre temps contre le gaspillage de la nature par l'homme. À l'instar de Blake Allon, Nerval met en garde les tenants de la raison pure et dure, ceux qu'il appelle les libres penseurs, c'est-à-dire les héritiers de la Révolution, contre leur approche non poétique de la matière. À la matière même, un verbe est attaché. Le vers pourrait générer à lui seul un traité complet de philosophie. Après les spéculations nervaliennes, Baudelaire joindra le sensible à l'intelligible pour créer ces nouveaux outils que seront les symboles, tout en assouplissant l'alexandrin par l'usage de l'enjambement, explorant le cœur du monde urbain, Paris, capitale du monde moderne, selon le critique Walter Benjamin. Moins talentueux, les poètes suivants useront le modèle jusqu'à l'affadissement. Cette phase est nommée symbolisme et aura pour l'un de ses derniers représentants Albert Samin, un Lillois. Qui sait encore aujourd'hui qui fut Albert Samin? Hormis quelques-uns d'entre vous, je n'en doute pas une seconde. Né à Lille en 1858, émigrant 20 ans plus tard avec toute sa famille à Paris, où il est expéditionnaire à la préfecture, Samin fréquente les poètes du Chat Noir à Montmartre, devient cofondateur du Mercure de France et finit par rencontrer un immense, mais véritablement immense succès avec son recueil Au Jardin de l'Infante paru en 1893. Il y a encore à Lille aujourd'hui une association d'amis d'Albert Samin, dont le plus jeune doit avoir 93 ans à peu près. Soit un jour à Lille, à la librairie Le Furet du Nord, je voulais présenter un plateau de la poésie française contemporaine. J'avais convié Dominique Fourcade, Jacques Roubaud, Michel Deguy. Et dans la salle en face, il y avait cette association de poètes saminois ou de Samin de 93 ans. Jamais je n'ai fait un tel malentendu. C'était incroyable. Ils ne comprenaient rien à ce que disaient les poètes sur l'estrade, et réciproquement. Au Jardin de l'Infante, paru en 1893, soit une poésie mélancolique et musicale qui semble répéter Marceline, mais plus encore 1000 voix. Comme ce dernier, d'ailleurs, il connaît une fin précoce à l'âge de 42 ans. Il écrit un poème à Marceline des Bords de Valmore. Je ne vais pas le lire, j'essaie de foncer, si je puis dire, et je vais lire plutôt de lui une nouvelle version de La Chute des feuilles que vous avez entendue tout à l'heure, que vous avez peut-être encore dans l'oreille, Automne. Je le trouve très bon, ce sonnet. Enfin, ce poème, en vérité, ce n'est pas un sonnet parce qu'il est fait de plusieurs quatrains et il est assez long. J'ai pris le plus court et je le trouve très bon. Très, très concret. Le vent tourbillonnant qui rabat les volets, là-bas, tord la forêt comme une chevelure, des troncs entrechoqués, monte un puissant murmure pareil au bruit des mers, rouleuses de galets. Ça, c'est une trouvaille. Pareil au bruit des mers rouleuses de galets. L'automne qui descend les collines voilées fait sous ses pas profonds tressaillir notre cœur. Et voici que s'afflige avec plus de ferveur le tendre désespoir des roses envolées. Le vol des guêpes d'or qui vibraient sans repos s'est tu. Le pêne grince à la grille rouillée. La tonnelle grelotte et la terre est mouillée. Et le linge blanc claque, éperdu dans l'enclos. C'est pas mal du tout. Hein. Aux antipodes du Lillois Samin, il faut que j'ai un mot pour un autre versant du symbolisme, avec un Tourquenois, un Lillois et un Tourquenois. René Gil, G-H-I-L, qui commence du côté de Mallarmé avant de partir en direction d'un, je le cite, matérialisme scientifique original, préparant la voie du lettrisme,
et donc du spatialisme, et de la poésie phonologique. Guil est d'ailleurs le premier à enregistrer un poème en décembre 1913 aux Archives de la Parole, avant Apollinaire, qui ne sera que le second. J'en parlerai dans mon livre. Langues dialectales et pays lointains. Par son attention accordée aux passions amoureuses, le romantisme introduit inévitablement la notion de mémoire et de perte. Il existe des pays perdus comme des âges perdus, le plus mystérieux étant l'enfance. Il existe des pays exotiques et d'autres purement rêvés. On pense ici à une des scènes d'enfants de Robert Schumann, pour ceux d'entre vous qui aiment le piano, Les pays lointains, qu'il avait peut-être joué vous-même. Est-ce la coupure avec le monde ancien induite par la Révolution qui suscite pareille nostalgie ? Se réveille de la même façon en ces années-là une fascination pour les langues perdues ou enfouies. On a montré, Michel de Certeau, à travers la personne de l'abbé Grégoire, comment la Convention avait prétendu éradiquer les langues minoritaires pour mieux universaliser la langue française. Les romantiques, eux, entreprennent de réactiver partout dans les régions la mémoire de ces langues déjà mises à mal par l'édit de Villers-Cotterêts de François Ier. Marceline Desbordes-Valmore, encore elle, n'oublie pas son pays d'origine, le valenciennois et le douaisis, et elle ressuscite le picard du valenciennois, qu'on appelle le rouchi ou drouchi, c'est-à-dire parler d'ici. Un exemple, sa chanson. T'es ma fille, t'es ma poule, t'es le petit cœur qui roule, tout alentour de mon cœur, t'es le petit Jésus de ta mère. Tiens, il n'y a pas de souffrance amère, que ma fille n'en soit vainqueur. Mais il n'y a pas à dire, faut que tu manges, quoi que tu viennes d'avec les anges, faut manger pour bien grandir. Mon enfant, je t'aime tant que ça me lasse, c'est comme une corde qui m'enlace, que ça finit par m'étourdir. Qu'est-ce que ça me fait s'il me manque quelque cause, quand je vois ton petit nez tout rose? Tes dents blanches comme des jasmins, je prends tes yeux pour mes étoiles, et quand je te sors de tes toiles, je tiens le bon Dieu dans mes deux mains. T'es ma fille, t'es ma poule, t'es le petit cœur qui roule, tout alentour de mon cœur, t'es le petit Jésus de ta mère. Tiens, il n'y a pas de souffrance amère, que ma fille n'en soit le vainqueur. Nerval, quant à lui, eh oui, c'est le Valois, distingue Valois et Picardie. Comme il précise dans l'une de ses filles du feu, Angélique. C'est un livre absolument fabuleux. Voici l'une des chansons, dit Nerval, que j'ai pu recueillir dans ce vieux pays de l'Île-de-France qui, du Parisis, s'étend jusqu'aux confins de la Picardie. Mais dans un texte assez peu souvent cité, assez peu connu, La Bohème galante, 1852, il explique que le français qu'il affectionne particulièrement, c'est celui qui remonte loin avant Malherbe et l'Académie, au XIIe et XIIIe siècle, XIVe, c'est-à-dire le français du roman de la Rose. Qu'ont conservé, dit-il, les chansons populaires ayant bercé sa petite enfance. C'est sans doute pour ça qu'on le voit si souvent marcher dans le Valois, à travers les forêts jusqu'à Senlis, en passant par l'Ermenonville de Rousseau, afin de reprendre contact avec la vieille langue et le sol maternel. Quoi qu'on puisse dire philosophiquement, nous tenons au sol par bien des liens. Ça vaut pour nous ici. C'est le jour des morts que je vous écris, pardon de ces idées mélancoliques. Arrivé à Senlis la veille, j'ai passé par les paysages les plus beaux et les plus tristes qu'on puisse voir dans cette saison. La teinte rougeâtre des chênes et des trembles sur le vert foncé des gazons, les troncs blancs des bouleaux se détachant au milieu des bruyères et des broussailles, et surtout la majestueuse longueur de cette route de Flandre qui s'élève parfois de façon à vous faire admirer un vaste horizon de forêts brumeuses. Tout cela m'avait porté à la rêverie. Merveilleuse et mythique route des Flandres, qui aujourd'hui garde, prenez-la, cet indéfinissable attrait si bien exprimé par Corot, le peintre, Jean-Baptiste Corot, dans sa très nervalienne toile « Souvenir de Mortefontaine », qui date de 1864. Nous touchons aussi au paysage romantique par excellence,
ouvrant sur l'infini du passé et l'infini de l'avenir, le pays de l'enfance valoisienne, mais aussi le pays de la lointaine tombe maternelle en Silésie. Que nous voulions ou non, nous continuons d'être affectés par cette dialectique incessante entre l'ici et le là-bas. De même que nous sommes tout à la fois républicains et monarchiques, créatures de poésie et de prose, Nerval nous l'a définitivement dit, toute littérature primitive est nationale. La contre-révolution romantique fut donc, selon moi, principalement poétique et nationale. C'est aussi ce qui me permet de dire que la Picardie est la nation bilingue par excellence, français-français. D'un côté, elle abrite le français originaire qu'on appelle picard, espèce de proto-français, savoureusement terrien et réaliste. De l'autre, elle pratique un français classique d'une pureté exceptionnelle, soit par excès, je n'ai pas pu trouver d'autre terme que cela, Racine, le théâtre de Racine, ou par défaut, les litotes de La Fontaine. Toujours en deçà ou au-delà de la norme parisienne ou nationale. C'est pourquoi, après avoir plus ou moins consciemment débroussaillé la forêt invisible de la langue picarde, je me suis aventuré ici ce soir, au cours de ces 4 conférences devant vous, dans ce que j'appelle, non pas la forêt invisible, mais la clairière transparente de la littérature composée en français, en Picardie, depuis le Moyen-Âge. Pour moi, c'est toujours la même forêt. D'un côté, le maquis nocturne forestier, de l'autre, l'extrême clarté entre les troncs. Pour ce qui est du maquis, autrement dit la littérature en Picard, je vous renvoie bien sûr à la forêt invisible, 3 Cailloux, 1985. J'ajoute simplement un échelon linguistique intermédiaire déjà entrevu avec le Perronnet vadé à la fin du XVIIIe siècle, qui se perpétue avec cet inclassable boulonnais qui porte le nom de géant rictus, alias Gabriel Randon de Saint-Amand. Rictus est un pseudonyme tardivement choisi. Cet habitué du lapin agile à Montmartre, il y a beaucoup de Picards à Montmartre. Petite parenthèse, quelle est la station de métro la plus picarde? Je vous le donne à deviner. Je vous donne la réponse tout de suite parce que vous ne savez pas. Lamarck-Caulaincourt. Lamarck, le biologiste, Caulaincourt, l'aide Picard de Napoléon qui rentre à bride abattue de la retraite de Russie avec lui. Vous prendrez, j'en suis sûr, le métro un jour à Lamarck-Caulaincourt, ne serait-ce que pour vérifier ce que je dis. Je crois que les Parisiens ne savent pas non plus. Cet habitué du lapin agile, géant rictus à Montmartre, a inventé la langue des exclus, les exilés de la société, les pauvres, avec les soliloques du pauvre, dont on cite très souvent le célèbre poème sur l'hiver, qui est très très long, dont je vous cite quelques passages. « Merde, v'là l'hiver! Et c'est dureté! V'là le moment de ne plus se mettre à poil! V'là que ceux qui tiennent la queue de la poêle, dans le midi, vont se carapater! V'là le temps où, jusqu'en Hanovre et de Gibraltar au Cap Griné, les bourgeois, le soir, vont plaindre les pauvres au coin du feu, après le dîner. Et v'là le temps où, dans la presse, entre un ou deux lancements de putain, on va redécouvrir la détresse, la purée et les purotins. Les journaux, même ceux qu'a de la guigne, à côté d'articles festoyants, vont être pleins d'appels larmoignants, plein de sanglots à 3 sous la ligne. Merde, v'là l'hiver, l'empereur de Chine se fait floper par les Japonais. Merde, v'là l'hiver, Mme Séverine va rouvrir tous ses robinets. Ce qui va s'en évader des larmes, ce qui va en couler de la pitié. Plaindre les pauvres, c'est comme vendre ses charmes. C'est un vrai commerce, un métier. J'en viens enfin au romancier. À l'immense romancier romantique que fut Alexandre Dumas, donc né d'une rencontre entre un général
son père, à la fois noble et métis, en garnison à Villers-Cotterêts, qui tombe amoureux de la fille de l'aubergiste local, Marie-Louise Élisabeth Labouret. Dumas va se montrer aussi extraverti que son ami Nerval est replié sur son univers intérieur. Chahuté par les passions, engagé dans un impressionnant nombre de liaisons amoureuses, agité par d'incessants déplacements aux quatre coins de l'Europe et du monde, traversé de 1000 projets mondains, politiques ou sociaux, voire architecturaux. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir la maison qu'il s'est fait construire avec ses royalties, le château de Monte Cristo, sur la Seine, en aval de Saint-Germain, à Port-Marly. Ça vaut le coup, hein. Ça vaut vraiment une visite du dimanche. Sans parler des centaines d'écrits, pièces de théâtre, romans, articles sortis de sa plume, Dumas échappe de tous côtés à l'univers romantique même, dont il est pourtant le point nodal, concurremment avec Hugo. À la différence de Nerval, sa fidélité aux Valois s'avère moins poétique que politique. Toute sa vie, il reste attaché aux Orléans, autrement dit au duc de Valois. À 23 ans, il est employé au bureau du duc d'Orléans à Paris, grâce à un cousin conservateur des forêts du duc nommé de Violaine, et grâce au député de l'Aisne, le général Foy, qui avait sa caserne à Amiens. Il est ensuite nommé bibliothécaire adjoint du duc d'Orléans. En avril 1936, à Compiègne, il séjourne auprès de Philippe d'Orléans, fils de Louis-Philippe, à la demande duquel il entreprend une histoire des régiments de l'armée française. Il assiste ensuite aux obsèques du même duc. Cette année-là, il est en croisière avec le prince Napoléon, le futur Napoléon III, avec lequel il visite la Corse, l'île d'Elbe et l'île de Monte Cristo. Ben oui, elle existe. Elle est en fait entre l'île d'Elbe et la Sardaigne. En 1848, il se porte candidat à la députation, à la fois en Seine-et-Oise et à Pointe-à-Pitre. Double échec. Lors du coup d'État du futur Napoléon III, il s'exile à Bruxelles, d'où il accompagne jusqu'à Anvers Hugo, en partance pour Jersey. Il mourra finalement à la veille de la guerre franco-prussienne de 1870. D'entre tous ces romans, moi, aucun problème, c'est Monte Cristo que je retiens. Comme disant le mieux son lien à la politique et à la société. À travers l'inoubliable Edmond Dantès, qui a pris une fois pour toutes le visage de l'acteur Depardieu, il fait la critique du retour des Bourbons au pouvoir après l'échec des 100 jours. Dantès est un agent bonapartiste, marseillais, dénoncé, arrêté et emprisonné au château d'If, en face de Marseille. Avec lui, le rêve de conquête française universelle lancé par la Révolution se trouve brutalement confiné entre les murs d'un cachot, comme Napoléon à Sainte-Hélène. Par chance, Dantès a comme voisin de cellule un abbé italien, Carbonaro, c'est-à-dire un partisan de l'indépendance nationale italienne, laquelle sera légitimée par les soulèvements de 1848. Dumas, et ça je ne le savais pas, on le lit en filigrane, finalement met son roman en pratique dans les 10 années qui vont suivre sa parution en 1846. Car Dumas s'engage aux côtés de Garibaldi, l'aide de son propre argent, et le rejoint à Naples en 1860, où il devient son ministre des Beaux-Arts, son ministre de la Culture. En ce sens, Dumas a un modèle, un seul modèle, Lord Byron, qui milite, ou qui a milité de son côté, pour la libération de la Grèce du joug turc. C'est l'esprit byronien de liberté que Dumas exalte dans l'extraordinaire épisode où l'on voit Dantès s'évader du château d'If en se glissant dans le linceul de son ami de cellule, l'abbé italien Faria, dont les gardiens jettent le cadavre à la mer. Émergeant du linceul pourtant lesté d'un boulet, Dantès nage vers la liberté comme l'impénitent nageur que furent Byron lui-même et le héros de son poème Don Juan.
Il me semble cependant, et je ne mettrai pas ma main au feu de cela, mais que lui, Alexandre Dumas, il n'avait pas eu le temps d'apprendre la natation. Parce que quand on lit ce passage éblouissant, c'est un écrivain de prose éblouissant, Dumas. Dans ses meilleurs moments, c'est extraordinaire. Alors là, il faut imaginer donc Dantès plongeant avec le linceul de Faria lesté d'un boulet et qui arrive à remonter à la surface, à se défaire du boulet et à nager. Je trouve que la nage n'est pas très convaincante. C'est pas s'il nage le crawl déjà, mais c'est pas sûr. C'est pas sûr. Il faudra attendre Tarzan pour ça. Johnny Weissmuller. Dantès, étourdi, presque suffoqué, eut cependant la présence d'esprit de retenir son haleine. Et comme sa main droite, ainsi que nous l'avons dit, préparé qu'il était à toutes les chances, tenait son couteau tout ouvert, il éventra rapidement le sac, sortit le bras, puis la tête. Mais alors, malgré ses mouvements pour soulever le boulet, il continua de se sentir entraîné. Alors il se cambra, cherchant la corde qui liait ses jambes, et par un effort suprême, il la trancha, précisément au moment où il suffoquait. Alors, donnant un vigoureux coup de pied, il remonta libre à la surface de la mer, tandis que le boulet entraînait dans ses profondeurs inconnues le tissu grossier qui avait failli devenir son linceul. Dantès ne prit que le temps de respirer et replongea une seconde fois, car la première précaution qu'il devait prendre était d'éviter les regards. Lorsqu'il reparut pour la seconde fois, il était déjà à 50 pas au moins du lieu de sa chute. Il vit au-dessus de sa tête un ciel noir et tempétueux, à la surface duquel le vent balayait quelques nuages rapides, découvrant parfois un petit coin d'azur rehaussé d'une étoile. Devant lui s'étendait la plaine sombre et mugissante, dont les vagues commençaient à bouillonner comme à l'approche d'une tempête, tandis que derrière lui, plus noir que la mer, plus noir que le ciel, montait comme un fantôme menaçant le géant de granit dont la pointe sombre semblait un bras étendu pour ressaisir sa proie. Sur la roche la plus haute était un falot éclairant deux ombres. N'est-ce pas, on ne sent pas qu'il nage? Vous êtes d'accord avec moi, hein? Ah oui? Non, mais... Ah non, mais à nager comme ça en pleine mer, alors il va atterrir sur un rocher, il va se récupérer, puis il va avoir une tartane, un bateau qui passe au loin, il va faire signe, et puis ils vont s'arrêter, et ça y est, il est sauvé, quoi. Il va partir en Italie, donc à l'île, chercher le trésor que lui indiquait l'abbé Faria sur l'île de Monte Cristo. Mais alors, là, on lit, quoi, on suit comme des bandes dessinées, quoi, c'est invraisemblable. Le second modèle de Dumas, c'est Shakespeare, Byron et Shakespeare, dont il adapte le fameux piège tendu par Hamlet à son oncle Claudius pour venger son propre père. Comme Hamlet et à travers Dantès, Dumas venge son général de père, qui fut un héros républicain, j'insiste sur le nom, de la Révolution, connu sous le sobriquet du Diable Noir, et pour cause, pour sa bravoure et son calme pendant la campagne d'Italie, qui est ensuite nommé à la tête de la cavalerie lors de la campagne d'Égypte, mais qui ose s'opposer crânement à Bonaparte, précipitant ce retour d'Égypte en France. Dumas accuse Bonaparte, bravo au général Dumas, de dictature. Mis d'office à la retraite, en 1802, sans solde, le général meurt à Villers-Cotterêts en 1806. Sa veuve ne reçoit aucune pension. La tendresse indéfectible de Dumas pour Villers-Cotterêts se comprend d'autant mieux. À l'ouverture du tome 1 des 10 tomes de ses mémoires, mes mémoires, il a ces mots célèbres et émouvants. Commence comme ça. Je suis né à Villers-Cotterêts, petite ville du département de l'Aisne, située sur la route de Paris à Laon. À 200 pas de la rue de la Noue, où mourut Desmoutiers, on ne sait plus qui il était, c'était un homme de lettres au XVIIIe siècle. À 2 lieues de la Ferté-Milon, où naquit Racine. Et à 7 lieues de Château-Thierry, où naquit La Fontaine. On peut faire pire, hein? J'y suis né le 24 juillet 1802, rue de l'Ormet, dans la maison appartenant aujourd'hui à mon ami Cartier, qui voudra bien me la vendre un jour, pour que j'aille mourir dans la chambre où je suis né et que je rentre dans la chambre de l'avenir,
au même endroit d'où je suis sorti de la nuit du passé. Le passé, l'avenir, c'est-à-dire les deux infinis romantiques dont je vous parlais. Pour Dumas, la seule aristocratie qui vaille, c'est celle du cœur, qualité dont il dote Dantès, compensant son esprit de vengeance par son sens de la générosité et de la justice. Vous allez peut-être me reprocher à ce stade de négliger la pensée et la littérature scientifique au profit de la poésie et du roman. C'est-à-dire que les Lumières de Condorcet auraient déserté la Picardie après la Révolution, marquée par tant de héros picards. Nullement, je vous rassure. Je commençais par citer au tout premier rang, je vais un peu plus vite là parce que effectivement c'est factuel, et puis il s'agit moins de littérature. Au premier rang, un célèbre couple d'astronomes que vous connaissez sans doute, Jean-Joseph Delambre, l'Amiénois, et Pierre Méchain, le Laonnois, collègues l'un et l'autre de Condorcet dans la commission nommée en 1790 aux fins d'unifier les longueurs. Par leur mesure de l'arc du méridien entre Dunkerque et Barcelone, les deux astronomes définissent le mètre comme la 10 000e partie d'un quart de méridien, posant ainsi la base du système métrique. N'a-t-on pas dit que les deux acquis essentiels de la Révolution française avaient été la Déclaration des droits de l'homme et le système métrique? Quant à Lamarck, qui est né à Bazentin, près d'Albert, sous le patronyme exact de Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet, comme Claude Monet, chevalier de Lamarck. Ces découvertes ne furent pas moins capitales. Lamarck est lié à la notion philosophique de transformisme, combattue et finalement éclipsée par l'évolutionnisme de Darwin, avant que les deux notions, il n'y a pas très longtemps, aient été récemment rapprochées. Ayant herborisé avec Jean-Jacques Rousseau, à Hermenonville sans doute, il y a tous les livres, tous les livres de leur herborisation qui sont exposés dans les vitrines à Chat-Alice. C'est assez intéressant et ce n'est pas tellement connu ça. C'est encore une sortie, quoi. Donc, après avoir herborisé avec Jean-Jacques Rousseau, Lamarck compose une flore française qui fait autorité à l'époque. Buffon lui demande d'accompagner son propre fils dans des visites aux grands jardins européens. À son retour, l'Albertain rédige le dictionnaire de botanique de l'encyclopédie, qui le promeut en 1789 au merveilleux titre, je fonds devant un titre pareil, qui ne voudrait être garde des herbiers du cabinet du roi. Transformé en muséum d'histoire naturelle par la Constituante. Lamarck y enseigne la zoologie des insectes, des vers et des animaux microscopiques, autrement dit des invertébrés, dont il devient le spécialiste. Ses réflexions sur ce qu'ont en commun les vertébrés et les invertébrés vont donner sa philosophie zoologique en 3 tomes qui le pose en fondateur unanimement reconnu de la biologie. Lamarck considère le vivant comme caractérisé par une complexification croissante et une adaptation aux circonstances extérieures, là où Darwin parle de sélection et de variations aléatoires. Il y a continuité et, si j'ose dire, solidarité entre les êtres vivants pour Lamarck, là où il y a discontinuité pour Darwin, soit finalement 2 conceptions de la création. L'une implique une intelligence initiale, l'autre, un hasard arbitraire. À vous de choisir. Ce qui me rend, moi, Lamarck, si sympathique en vérité, c'est de voir que sa démarche scientifique ne s'y dissocie jamais d'une conscience philosophique aiguë. Telle cette 3e partie de la philosophie zoologique où je trouve ceci. Le sentiment d'existence que je nommerai sentiment intérieur, afin de le séparer d'une généralité qu'il ne peut avoir, puisqu'il n'est point commun à tous les corps vivants, et qu'il ne l'est pas même à tous les animaux, est un sentiment fort obscur, dont sont doués les animaux, qui ont un système nerveux assez développé pour leur donner la faculté de sentir. Ce sentiment intime et continuel, dont on ne se rend pas compte,
parce qu'on l'éprouve sans le remarquer. C'est extraordinaire comme description du vivant, quoi. Le vivant que nous vivons, nous, en continuité, sans nous poser de questions. Ce sentiment intime et continuel, qu'on appelle la conscience dans la phénoménologie, mais ce sentiment intime et continuel dont on ne se rend pas compte, parce qu'on l'éprouve sans le remarquer, est général, puisque toutes les parties sensibles du corps y participent. Il constitue ce moi dont tous les animaux qui ne sont que sensibles sont pénétrés sans s'en apercevoir. C'est une petite variation sur Descartes, les animaux-machines. Mais que ceux qui possèdent l'organe de l'intelligence, les êtres humains, peuvent remarquer, ayant la faculté de penser et d'y donner de l'attention. Autre invention, au moins aussi décisive, celle de la science préhistoire, qui est toujours d'actualité, voir les déesses de la fertilité de Renancourt, qu'on vient d'exhumer, et qui continue de nous affecter, étant donné qu'elle aussi, quand on y réfléchit bien, laisse l'aventure humaine ouverte aux deux extrémités, deux formes d'infini, vers l'arrière et vers l'avant, donc vers l'infini, et en tant que tel participant étroitement du romantisme. Son inventeur officiel est Jacques Boucher de Perthes, un Abbevillois qui a d'abord cherché fortune au théâtre, comme les Dumas, Nerval, Balzac ou autres Jules Verne, bref, comme tous les apprentis écrivains au XIXe siècle. Son père, Guillaume Boucher de Crèvecoeur, est un Ardennais qui épouse Marie de Perthes, originaire de Crépy-en-Valois. Jacques obtiendra le droit d'adouter le nom de sa mère à celui de Crèvecoeur. Il fait comme Dumas, d'une certaine façon. Son nom va alors s'écrire Jacques Boucher de Crèvecoeur de Perthes. C'est un peu long. 2 fois l'aristocratie, en somme, avant de trouver sa signature administrative trop longue. Il n'a plus le temps d'écrire tellement c'est long. Et donc d'écourter son nom. Au lendemain de l'épopée napoléonienne, il revient prendre le poste d'officier des douanes, précédemment occupé par son père à Abbeville. Précédemment, il a été chargé par Napoléon d'organiser le blocus continental en Italie, à Gênes, puis les Bourbons l'ont démis. On est quasiment dans le Monte Cristo de Dumas. Puis il est rétabli dans son poste pendant les 100 jours, puis il est frappé par la disgrâce sous Charles X, exilé en Bretagne à Morlaix, avant d'être finalement nommé aux douanes d'Abbeville. Alors, comment expliquer que cet homme de lettres, auteur de 69 livres, réunis en 8 volumes, en 1868, soit considéré comme le père de la préhistoire? Certes, son père, botaniste et naturaliste, avait déjà rassemblé un impressionnant cabinet de curiosités et fondé la Société d'émulation abbvilloise avec des correspondants dans le monde entier. En 1790, la Société d'émulation abbvilloise. Boucher de Perthes se qualifie lui-même de bohème de la science. Il est également sensible au débat d'idées, a publié un ouvrage intitulé « De la création, essai sur l'origine et la progression des êtres », dans lequel il fait une synthèse des théories fixistes de Cuvier et transformistes de Lamarck. Mais avant de concevoir son ouvrage fondateur, Antiquité celtique et antédiluvienne, paru de 1849 à 1867, il a surtout rencontré au sein de la Société d'émulation abbvilloise un jeune médecin amiénois nommé, ça ne s'invente pas, Casimir Picard, lequel, installé à Abbeville, fonde avec Boucher de Perthes le musée d'Abbeville et du Ponthieu, où seront déposés tous les objets d'art, d'histoire naturelle et d'antiquité recueillis dans le département. Picard meurt précocement de phtisie. Le premier, il avait fait l'acquisition de haches néolithiques en pierre taillée, baptisées celtiques, qu'il avait analysées dans un mémoire distinguant haches de pierre polie et haches en silex éclaté, de pierre taillée. Appuyant sa démonstration sur des schémas, des dessins très précis, il a le premier exposé la technique qui consiste, je suis désolé mais c'est un peu technique, qui consiste à découper des lamelles de silex longues et effilées à partir d'un nucléus. Je crois qu'on fait ça maintenant là, du côté d'Amiens, dans ce musée préhistorique là, dont le nom m'échappe à l'instant. Il est aussi le premier à avoir donné des études très importantes, stratigraphiques, de la rivière Somme,
induisant qu'il serait possible, et ça c'est capital, d'établir une chronologie en fonction des restes archéologiques qu'on trouverait dans les terrains. C'est là l'archéologie. On doit le considérer comme le véritable pionnier de l'archéologie scientifique. Donc c'est un Amiénois, ce n'est pas un Abbvillois, fois encore. Et laisser à Boucher-de-Perthes la vulgarisation littéraire de ces découvertes. D'ailleurs, sans pouvoir m'empêcher de jouer sur le nom Boucher-de-Perthes, il y a quelque chose d'émouvant dans la transmission entre le jeune homme dont Boucher déplore la perte et lui-même. Casimir Picard commençait sa carrière et j'achève la mienne. Ce n'est donc pas sans hésiter que j'ai tâché de le suppléer. Et soit parce que ce travail me rappelait la perte que nous avions faite, soit que conscient de mon insuffisance après avoir fait avec une audace toute juvénile les explorations du sol ou les études qu'on peut nommer matérielles, après avoir réuni tous les éléments quand j'ai voulu les mettre en œuvre, je n'ai plus senti la même confiance. C'est beau comme aveu. J'ai éprouvé toutes sortes de découragements et presque de dégoût. Cependant, je n'ai point désespéré. J'ai compté sur votre indulgence. J'ai pensé que vous rappelleriez que le travail que je tentais, celui que je vous soumets en ce moment, je ne le faisais que parce que le jeune homme que nous regrettons n'était plus là pour le faire, que c'était en quelque sorte un souvenir de lui que je vous offrais. Oui, le romantisme, c'est la perte, c'est le souvenir de la perte, de l'absence. C'est justement ce qui manque à l'existence pour qu'elle soit complète, ce sentiment d'infini et d'inachevé, sentiment d'inachevé. C'est dans ce monde-là que nous vivons, c'est ça qui nous irrite aussi profondément. On est partagé entre l'inachevé et le sentiment de l'Apocalypse. Et donc, c'est très frustrant en quelque sorte. Allez, il faut qu'on dépasse cette époque. Après la publication des Antiquités, Boucher-de-Perthes, parce qu'ils sont costauds, hein, ils prennent parti politiquement, se portent candidat républicain aux élections législatives, puis démis de ses fonctions une nouvelle fois par Napoléon III. Il rencontre l'indifférence totale de l'Académie des sciences concernant le résultat de ses fouilles. Ils sont extraordinaires, ces hommes du XIXe siècle. Ils ont une vitalité, une conviction, ils ne se découragent jamais. Je vous assure, c'est très impressionnant. En beau romantique, il part voyager à travers toute l'Europe, jusqu'en Russie, sur les pas de la Grande Armée. En 1860, ses travaux sont enfin reconnus, mais par les Anglais, tiens, par la voix du grand géologue Sir Charles Lyell. Après lui, la Picardie continuera de jouer un rôle de pointe avec Victor Caumont, professeur de sciences naturelles à l'École normale d'Amiens, qui mettra en évidence l'industrie lithique des carrières de Saint-Acheul que vous connaissez tous. Et plus récemment, notre ami, mon ami, abbvillois, Roger Agache, le pionnier de l'archéologie aérienne. Autant que je sache toutefois, vous vous dites quand est-ce qu'il va aborder Jules Verne, mince. Autant que je sache toutefois, et hormis dans son voyage au centre de la Terre qui date de 1800... Oui, petite parenthèse, Nicolas Auvray est monté tout à l'heure sur l'estrade avant qu'on commence et m'a soufflé. Vous direz, Jacques, que Jules Verne a hanté ces lieux. C'était le cercle de l'Union, une sorte de club anglais, m'a-t-il dit, à cette époque-là, donc à la fin du XIXe siècle. Donc là, je pense que ça doit vous donner le respect. Et donc, alors, autant que je sache, et hormis dans son voyage au centre de la Terre, qui date de 1864, Jules Verne ne semble pas avoir abordé la question de l'archéologie. Mais, à ma connaissance, mon sentiment est que ce grand voyageur, romantique en cela, ce grand lecteur d'encyclopédies, de guides, de cartes, était moins fondamentalement intéressé par la dimension du temps que par celle de l'espace. Alors vous allez aussitôt m'objecter, et le tour du monde en 80 jours. Mais précisément, il s'agit davantage d'espace que de temps, du temps objectif des horloges qui permettent de calculer le temps qu'il faut selon l'espace pour contourner l'espace sphérique du globe. Sans doute les éléments scientifiques à sa disposition ne lui permettaient pas,
encore d'appréhender la notion d'espace-temps. Mais en tant que romancier, Verne, cela me frappe, moi qui ai lu Monte Cristo, est aussi l'anti-Dumas. Dans Monte Cristo, Dumas privilégie la temporalité subjective, Dantès dans sa prison, qu'il confronte à la temporalité sociale objective, collective, la société corrompue de la Restauration. Malgré leur projet commun de vengeance, Dantès n'est pas Nemo, n'est pas personne, ou du moins il ne l'est que temporairement en adoptant un pseudonyme, un masque qu'il finira par faire tomber, qu'il laissait tomber. Nemo, lui aussi, se dissimule et se travestit en tant que bienfaiteur. Mais à la différence de Dantès, il n'acquiert pas notre sympathie par sa générosité. Il ne nous fait pas participer à son irrésistible ascension sociale de l'intérieur, pour ainsi dire. Les 5 années passées par Verne au Crotoy, de 1865 à 1870, à la solitude, sa villa bien nommée, face à la baie de Somme, d'où il pouvait surveiller, je sais, je l'ai vérifié moi-même, l'estacade à laquelle ces bateaux nommés Saint-Michel 1, 2 et 3 étaient amarrés, virent l'écriture de ses romans les plus extraordinaires. Le plus génial à mes yeux, mais chacun a son roman préféré, mais le plus génial à mes yeux reste indiscutablement 20 000 lieues sous les mers. 1869-1870. Ce celte imaginatif, dont j'éviterai en plein cœur d'Amiens d'évoquer imprudemment la ville de naissance, aura fait du déplacement dans l'espace un absolu romantique. À l'image de la devise gravée par Nemo sur son service à vaisselle. Oui, j'avais oublié que c'était sur le service à vaisselle qu'était gravée la devise « Mobilis in mobili ». Mobile dans l'élément mobile. C'est un résumé du romantisme. C'est vraiment du romantisme, quoi, d'une certaine façon. J'ai parlé que de ça jusqu'à présent. Mais tout romantique qu'il soit en ce sens, Verne, à moi, ne paraît s'être intéressé qu'à la clôture du monde, en deçà de laquelle ses héros sont toujours contraints de revenir, ou acceptent de revenir. Pas de plongeon dans l'inconnu chez lui, comme chez Edgar Poe ou chez Baudelaire, enfer ou ciel, qu'importe, comme dit Baudelaire. Verne semble s'attacher au fini plutôt qu'à l'infini. L'aménagement de notre prison, de notre enfermement, de notre confort en quelque sorte. Et je le prends comme un postmoderne en ce sens. On croirait pénétrer avec lui dans les aménagements intérieurs de l'art nouveau. Sédentaire à force de mobilité, c'est le paradoxe que je crois déceler dans son œuvre. De même, face à toutes les incertitudes, nous propose-t-il la solidarité entre hommes, la cohésion des équipes, ce qu'il appelle le socialisme naturel, c'est-à-dire une utopie raisonnable ou, si l'on préfère, du pragmatisme à l'anglo-saxonne ou à l'Amérique. On est en droit de se demander qui est Nemo à la fin. Un résistant polonais à l'impérialisme russe? Un prince indien se vengeant du colonialisme anglais? Un pur et simple mécanisme masquant le néant du personnage? Un robot, pourquoi pas? On aimerait vraiment savoir, j'insiste, Nemo n'est pas Dantès et Verne n'est pas Dumas. Autrement dit, ils ne nous mettent à aucun moment en sympathie directe avec la motivation profonde de son vengeur. Cette relative indifférence à la complexité humaine est encore plus nette dans L'île mystérieuse, que j'ai relue avec énormément de déception, où l'omniprésence prétendument secrète du même Nemo, avant sa fin dans une explosion autodestructrice, en fait un pur artifice de narration. Finalement, ce qui manque à tous ces ingénieurs, toujours selon moi, harponneurs ou autres savants fous, c'est une densité de pensée poétique qu'on découvre, que je découvre, paradoxalement aujourd'hui, dans des aspects longtemps négligés parce que jugés ennuyeux de ces 20 000 lieues sous les mers. Les interminables listes de plantes ou d'animaux sous-marins, sortis tout droit de la bibliothèque d'un Lamarck ou d'un Linné, qui brillent devant nos yeux comme un immense aquarium.
ces splendides coraux, par exemple, la lumière, produisait 1000 effets charmants en se jouant au milieu de ces ramures si vivement colorées. Il me semblait voir ces tubes membraneux et cylindriques trembler sous l'ondulation des eaux. J'étais tenté de cueillir de fraîches corolles ornées de délicats tentacules, les unes nouvellement épanouies, les autres naissant à peine, pendant que de légers poissons aux rapides nageoires les effleuraient en passant comme des volées d'oiseaux. Mais si ma main s'approchait des fleurs vivantes, de ces sensitives animées, aussitôt l'alerte se mettait dans la colonie, les corolles blanches rentraient dans leurs étuis rouges, les fleurs s'évanouissaient sous mes regards et le buisson se changeait en un bloc de mamelons pierreux. Dernière partie. La technologie entraînant l'histoire dans les grands cimetières picards et artésiens sous la Lune. De 1914 à 1918, les plaines de la Picardie, l'Artois et la Champagne vont être le théâtre du plus grand massacre qu'ait jamais connu l'histoire de l'humanité. Sont envoyés se fracasser contre une ligne de front quasiment fixe, plus de 20 millions d'hommes jeunes que l'historien australien Christopher Clark qualifiait récemment de « sleepwalkers », des somnambules. Produit des nationalismes romantiques ayant ébranlé les monarchies et les empires, effet du jeu rigide des alliances mises en place par les États et les états-majors, conséquence directe des progrès de la technologie dans l'industrie de l'armement, ayant décuplé de manière disproportionnée la supériorité des artilleries sur les infanteries. La guerre, ce sport masculin par excellence, aussi vieux que l'Antiquité, atteint en l'espace de 4 ans des sommets d'horreur inimaginables et, à mon sens, demeuré largement inimaginé. Pourquoi la Picardie au sens large, Artois et Flandre compris, fut-elle le champ désigné de la plus grande tuerie fratricide européenne? Sans doute pour des raisons de géométrie spatiale ou de géodésie. Quand on regarde une carte, la Picardie se trouve au centre d'un triangle inversé dont la pointe est à Paris et les deux angles sont en Allemagne et en Angleterre. Il suffit de voir tout simplement également comment la guerre de 1870 nous avait déjà montré que l'Allemagne arrivait par Sedan, Charleville. Bref, le long de la Meuse, le long de l'Oise, la Marne et la Somme, petits barreaux placés sur leur avancée. Et puis, il y a, entre mille autres raisons, des raisons de propagande qu'on appelait au début du siècle, notre siècle, la désinformation, terme soviétique, et qu'on appelle aujourd'hui en bon français fake news. Devenue depuis l'époque des chroniqueurs bourguignons une science moderne reposant sur l'examen critique des sources et des archives, l'histoire commence au XIXe siècle d'être exploitée par les États comme un instrument de propagande. Ainsi, la République française s'est-elle fabriquée de toutes pièces une mémoire ou imagerie nationale républicaine, bientôt diffusée par l'enseignement populaire, dit laïque et obligatoire. Je le sais, j'en suis imprégné. Est-ce coïncidence si deux de ses créateurs principaux, de ces légendes, furent aussi des Picards? Jules Michelet, par son père, imprimeur d'origine laonnoise. Ernest Lavis, né à Nouvion-en-Thiérache, à 2 pas de la frontière belge. L'un et l'autre allaient contribuer à l'écriture du roman national, légitimant par avance le patriotisme massivement et égalitairement suicidaire de 14-18. Ce sont mes convictions très profondes. Je ne vous demande pas de réagir. Par son manuel appelé Petit Lavis, distribué à des millions d'exemplaires
entre 1884 et 1950 dans l'enseignement public. Ce spécialiste de l'histoire prussienne, ça je ne le savais pas, Ernest Lavis, est devenu en particulier le grand prêtre de la mythologie nationale, Michelet écrivant quant à lui une vision plus romantique de la nation française dans les chapitres de son histoire de la Révolution, ou bien son chapitre sur la pucelle d'Orléans dans son histoire de France. Sur la guerre de 14-18 elle-même, les témoignages, les analyses sont si multiples qu'il est nécessaire de faire un tri. Je retiendrai personnellement 3 faits littéraires. L'exceptionnelle production poétique des soldats anglais, war poets, tous engagés volontaires, à la différence des Français, sur le front de la Somme. 2. La faiblesse de la poésie de guerre côté français, à l'exception du seul Arageois Pierre-Jean Jouve. 3. L'originalité dans l'énorme production de romans, de 2 romans, l'un allemand, à l'ouest, rien de nouveau, d'Éric Remarque, l'autre français, Les Croix de bois, du romancier amiénois Roland d'Orgelès. À quoi je me permets d'ajouter l'impertinent témoignage du peintre amiénois Clovis Trouille, sorti indemne de 7 ans de service militaire et de mobilisation sur les champs de bataille, lui ayant donné un regard implacable sur la mythologie patriotique. Je fais une confession, je n'avais jamais lu Les Croix de bois de Roland d'Orgelès, c'est-à-dire Roland Le Cavelet. J'ai découvert un chef-d'œuvre. Réformé par 2 fois, d'Orgelès réussit à s'engager à l'âge de 29 ans avec l'appui de son patron de presse, Georges Clemenceau, l'Aurore. Il obtient la Croix de guerre, entre au Canard enchaîné en 17, publie, il est blessé plusieurs fois, entre au Canard enchaîné en 17, publie Les Croix de bois en 1919, manquant le prix Goncourt, attribué cette année-là à Marcel Proust, pour À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Très vite, d'Orgelès intègre l'Académie Goncourt, dont il sera président jusqu'à sa mort en 1973. Qu'est-ce qui fait la puissance exceptionnelle des Croix de bois? La sécheresse du style, l'alternance des réflexions et des dialogues, la rapidité de l'action, tension puis détente, la concision des portraits individuels, la pudeur collective, l'étrange familiarité avec la mort, l'esprit de révolte tranquille. Ce livre est un bloc de cohérence et d'humanité. Saluez-le vous-même en le lisant, s'il vous plaît. Un passage. Dans la poussière et les plâtras, nous avions pris la teinte neutre de ces choses anéanties, rien de vivant, de façonné, des débris pilonnés, un chantier de catastrophe où tout se confondait, les cadavres émergeant des décombres, les pierres broyées, les lambeaux d'étoffe, les débris de meubles, les sacs de soldats, tout cela semblable anéanti, les morts pas plus tragiques que les cailloux. Épuisés, haletant, nous ne courions plus. Une route coupait les ruines et une mitrailleuse invisible la criblait, soulevant un petit nuage à ras de terre. « Tous dans le boyau !» cria un adjudant. Sans regarder, on y sauta. En touchant du pied ce fond moumou, un dégoût surhumain me rejetait en arrière, épouvanté, c'était un entassement infâme, une exhumation monstrueuse de Bavarois, cireux, sur d'autres déjà noirs, dont les bouches tordues exhalaient une haleine pourrie. Tout un amas de chair déchiquetée, avec des cadavres qu'on eût dit dévissés, les pieds et les genoux complètement retournés, et pour les veiller tous, un seul mort restait debout, adossé à la paroi, étayé par un monstre sans tête. Le premier de notre file n'osait pas avancer sur ce charnier. On éprouvait comme une crainte religieuse à marcher sur ces cadavres, à écraser du pied ces figures d'hommes. Pourtant,
Chassés par la mitrailleuse, les derniers sautaient quand même, et la fosse commune parut débordée. « Avancez, nom de Dieu !» On hésitait encore à fouler ce dallage qui s'enfonçait, puis, poussé par les autres, on avança sans regarder, pataugeant dans la mort. Quant à la rageois Pierre-Jean Jouve, pour finir, né en 1887, la guerre va totalement couper sa vie en deux. Avec cette violente conséquence que le deuxième Jouve, le nouveau Jouve, refusera au premier, l'ancien Jouve, le droit de publier ses poèmes de jeunesse à partir de 1925. Jouve commence des études de droit à Lille, fréquente les milieux symbolistes, ma question, à l'ombre d'Albert Samin. Et puis il rejoint un temps le groupe des poètes dits de l'Abbaye, fondé à Créteil en 1906 par Charles Wildrac, où il côtoie Jules Romain, Georges Duhamel, ainsi que Léon Bazalgette, le premier traducteur de Walt Whitman en France. Réformé en 1905, Jouve épouse la Montreuilloise, Montreuil-sur-Mer, André Charpentier, l'une des toutes premières jeunes filles agrégées d'histoire en France, qu'il suit à Poitiers, où elle est nommée. Rattrapé par la guerre, le poète sert comme infirmier à l'hôpital des Contagieux, puis rejoint Romain Rolland en Suisse, à Genève, où il poursuit son bénévolat tout en écrivant des poèmes pacifistes, tel son poème contre le grand crime paru en 1916 sur le modèle des poèmes de guerre de Whitman, Drum Taps, le tambour bat. Après avoir rencontré à partir de 1925 celle qui va devenir sa deuxième épouse, la psychanalyste disciple de Freud, Blanche Reverchon, il change totalement de vie et d'esthétique et renie son écriture whitmanienne antérieure. Longtemps demeuré et pour cause inconnue, à cause de son interdiction, ces poèmes de guerre sont pour ainsi dire ressuscités à la suite de mon intervention auprès de la fille de Jouve pour lever l'interdiction. Ce sont à mon sens les meilleurs poèmes écrits en langue française sur le terrible conflit. Un extrait d'Aux soldats tués, par quoi je clôturerai ma lecture. Un terrible poème me saisit, un poème jailli de la mort de ce soldat. Ce sera comme un chant jailli de sa mort, comme un cri qui m'est arraché quand je vois sa mort. À présent, je puis parler librement, à présent, le temps presse, il le faut, et le soldat m'appelle. Sur un champ de blé fraîchement coupé, il se tenait, deux brins de paille entre les dents. La bouche brûlée, le corps, l'âme et l'âme au grand soleil, l'âme de plus en plus libre, une âme aussi bien pour la mort que pour la vie. C'est là que l'obus siffla et tournoya, et c'est lui qu'il toucha entre ses deux compagnons. « Porte la mort, pensait-il, sacré marmite, pour moi couché qui mâche la terre avec mes dents, rien à craindre. » L'éclatement, la vie arrachée, le crépuscule et la douleur, un tourbillon rouge et noir, le monde et la douleur qui s'étreignent, une pensée pour la maison natale et les parents, une pensée pour les reins des organes précieux qui sont meurtris, puis la calme nuit, la nuit d'été au plein jour de midi. Une voix ramena la lumière, ordonnant ceci et cela, ligaturer et comprimer, poser la cuvette et donner l'ouate. Il se réveilla sous la montagne de douleur, montagne inconnue, oh triste montagne. À droite était l'infirmière, en face un homme tout à son travail. L'infirmière saisit de peur quand bêt la plaie fraîche. À présent commençait la douleur, les assistants s'éloignaient d'elle. Cela était la douleur auprès de qui toute la douleur pâlit. Cela était par la douleur une ascension éternelle, et les voix derrière étaient coupées, le triomphe était partout. Chers compagnons, cela était la mort. Vers le soir, il demanda quand verrai-je enfin ma femme et ma mère. Il chercha comment gagner encore un jour de vie.
À 6 heures vint le prêtre, ô prêtre de la mort, ô prêtre significatif. Je ne consens pas à mourir. À 7 heures, cher compagnon, ce fut l'heure. Il ne dit plus un mot. Il serra d'avance les dents. Il contempla le mur blafard. Labouré par la douleur, il regarda calmement. Il vomit le sang et vit autour de lui sa répugnance. Contre ce constat froid et lucide, Jouve reviendra à partir de 1925 à un symbolisme plus allusif, les noces. C'est également ce qui explique, me semble-t-il, l'attitude d'un André Breton, infirmier pendant la guerre comme Jouve, cherchant quelle parade inventer contre cette gigantesque pulsion de mort collective ayant saisi l'humanité en ce début du XXe siècle. Avons-nous réellement voyagé depuis? Je n'en suis pas totalement sûr. Fragile ô combien les efforts de l'Europe pour dépasser une fois pour toutes les travestissements populistes du nationalisme romantique. Merci. Merci à vous tous. Merci franchement, du fond du cœur.